Bonjour, je suis Frédéric Pau, je suis ostéo-énergéticien et voici mon index ABC. Quand on dit que la santé s'ouvre, la santé avec un grand S, quand on dit que certains praticiens ont bien compris de la nécessité d'avoir non pas un filtre ou 2 filtres ou 3 filtres, mais tout du moins d'avoir une ouverture d'esprit suffisamment large pour associer une pratique dite conventionnelle à une activité d'énergétique plus vaste, eh bien on en a la preuve aujourd'hui en la présence de Frédéric, donc, qui est installé sur ces canapés. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc. Ex-ingénieur. Exact. Bon, remarquez, est-ce qu'on l'est toujours dans l'âme? On est toujours ingénieur, quelle que soit l'activité qu'on fait. C'est vrai. Même dans sa cuisine, quand on mélange des produits alimentaires, on fait un peu d'ingénierie. Exactement. En tout cas, bienvenue, parce qu'on va parler de votre parcours. Vous avez vu qu'en intro, j'ai dit qu'il y avait, on sent de plus en plus qu'aujourd'hui, la médecine, en tout cas, ostéo n'est pas la médecine, mais ce que vous apportez, ce que vous avez appris du corps humain, en sciences pures, pour être ostéo, il y a une dimension un petit peu plus holistique maintenant. Exact. C'est vrai que de plus en plus, les personnes qui travaillent sur le corps, que ce soit les ostéopathes, les rebouteux, les chiropracteurs, les éthiopathes, apportent cette dimension énergétique. Alors certains ne le disent pas, n'osent pas l'afficher. Moi, c'est quelque chose de très important dans ma pratique, parce que je dirais même que j'ai commencé par cette approche énergétique avant de me dire j'ai besoin de venir travailler sur le corps physique également. Bon. Ostéo-énergéticien, vous venez de l'inventer ou ça existe? Alors, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, il y a 5 ans, quand je me suis installé, je cherchais un nom, parce que moi, j'ai fait une formation qui n'est pas d'une école d'ostéopathie. Donc, je devais trouver un nom qui permettait aux personnes de comprendre ce que je proposais et qui alliait, en fait, la partie ostéopathie, donc travailler sur la mécanique fonctionnelle du corps, et également la partie énergétique, que je travaille de 2 manières, soit avec les soins énergétiques, soit avec la stimulation de points d'acupuncture, qui est aussi une forme de soins énergétiques qui date d'il y a plus de 4000 ans avant Jésus-Christ avec les Chinois. Alors, on va voir ça dans le détail. Simplement, quand il y a une dimension énergétique, holistique, même parfois, on se demande si vous avez... est-ce que votre intuition plus travaille également? Est-ce que vous avez des ressentis qui vont bien au-delà des principes fondamentaux de l'ostéopathie et autres? Alors, ça peut arriver en séance, mais pas tout le temps. Bon. En fait. Donc, il y a des fois où les séances sont vraiment très orientées plutôt ostéopathie et acupuncture. Et il n'y a pas forcément de ressenti avec les personnes. Je pense que ça dépend aussi de la personne qu'on reçoit, de l'ouverture. En tout cas, moi, la partie ressenti, ça dépend vraiment des personnes. Et même quand des fois il y a des ressentis, on est toujours dans le doute en disant est-ce que je partage les ressentis ou est-ce que je donne quelques infos à la personne pour qu'elle aille aussi au-delà des séances avec moi. Alors c'est intéressant parce qu'on a parlé, j'ai commencé en disant que reste-t-il de l'ancien ingénieur que vous étiez, sur sans doute beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez un diplôme d'ingénieur chimiste avec un DEA de génie qui a été, donc vous avez fait ça en 99, c'est ça? Oui. Un DEA de génie des procédés? C'est ça. Ça veut dire quoi? En fait, quand on est dans le monde de la chimie, on connaît les chercheurs qui sont dans leur laboratoire avec leurs petites fioles, leurs tubes à essai. Et après, on connaît la partie industrie, où là, à grande échelle, on fabrique ce qu'on a travaillé dans les laboratoires de recherche. Mais entre les deux, on ne passe pas d'un petit contenant à des grosses cuves, comme ça, en un claquement de doigts. Et en fait, le génie des procédés, c'est la personne qui fait le lien entre le laboratoire de recherche et la production, en faisant toute la partie dimensionnement, en fait, du matériel qu'il faut, et prend en compte aussi tout ce qui est coût et charges des produits qu'on veut fabriquer. Est-ce que ça a été déterminant dans votre cursus? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui? Ou c'était une étape qui n'était pas nécessaire, vous auriez pu directement être ostéo-énergéticien? Alors, je pense pas que j'aurais pu être directement ostéo-énergéticien. Je pense que j'avais besoin de passer dans une phase plus matérielle, plus physique. Là, scientifique pure. Exactement. Alors, pourquoi la chimie à l'époque? C'était une voie qui m'intéressait, mais pas forcément un coup de passion de ces études-là. Donc, je l'ai fait parce que je trouvais ça assez marrant, la chimie qu'on faisait au lycée. Donc, j'ai fait ces études et en fait, il se trouve que j'ai jamais travaillé dans ce domaine-là parce que début des années 2000, le secteur était complètement bouché. C'était déjà des grandes vagues de licenciements, des regroupements, des gros laboratoires, donc il n'y avait pas de poste. Et donc, je suis allé faire autre chose. Donc, ce diplôme d'ingénieur chimiste m'a plutôt ouvert la voie à un autre métier que j'ai fait pendant 18 ans. Et vous avez créé, je crois, une société, c'est ça? Vous avez co-créé une société qui éditait des logiciels. Voilà. En fait, en 2002, j'ai eu l'opportunité de créer
une société éditeur de logiciels qui Ouais. existe toujours. Ouais. Donc je l'ai créé avec le PDG, qui est toujours le PDG de l'entreprise actuelle. OK. Et donc là, on était parti dans le monde de l'informatique après avoir touché le monde de Ouais. la chimie. Et là, il y a un mur. Là, il y a un mur au bout de quelques années, effectivement. Ouais. Au départ, on a démarré, on était que 2 dans l'entreprise. Donc on était un peu des bricoleurs dans le domaine. Et puis au fur et à mesure, l'entreprise croît, les effectifs croient, etc. Et moi, j'arrive à un bout de mon histoire dans ce domaine de l'informatique où je me rends compte qu'en fait, je prends plus de plaisir au quotidien. Et à un moment donné, alors c'est un long chemin avant de se rendre compte que le mur, il est là. C'est sûr. Mais quand j'ai vu, au-delà du mur, je dirais plutôt des fois que c'est le ravin que j'ai vu. Donc c'est-à-dire que j'étais au bord du ravin, au bord du précipice. Et en fait, au moment où j'allais basculer, tomber dans le ravin, là, il y a eu un déclenchement et le corps... A lâché. Alors, il n'a pas lâché, justement. Il y a eu une étincelle dans le corps en disant « stop, il y a un truc vraiment ». C'est ce que vous appelez le brown-out. Le brown-out, voilà. Qui, en français, veut dire l'épuisement professionnel. Exactement. Okay. Et donc, c'est un des épuisements professionnels. On connaît plus particulièrement le burn-out. Ouais. Donc, c'est des sujets que j'aborde souvent moi, en séance, justement, avec des clients qui sont dans ce processus-là, des fois au démarrage du processus sans le voir. Pour moi, le processus a duré 3-4 ans avant de m'en rendre compte. Et donc, je leur explique un peu ces différences-là, parce que le burn-out, c'est celui qu'on connaît le plus, souvent lié à la surcharge d'activité, limite à une surcharge, voire harcèlement au travail, parce qu'on demande de faire trop de choses. Là, c'était pas du tout mon cas. Donc, moi, je me reconnaissais pas dans le burn-out. Donc, quand je suis parti, il a fallu que je comprenne ce qui m'était arrivé. Là, j'ai bien compris qu'il y avait un truc pas normal que j'avais vécu. Et donc, il a fallu que je comprenne. Tu disais tout à l'heure, l'ingénieur, est-ce qu'il est toujours un peu au fond de soi ? Bah oui. Bah oui, à un moment donné, il a fallu que je comprenne ce qui m'était arrivé pour pouvoir redémarrer autre chose. Et donc là, en cherchant un peu sur ces notions d'épuisement, j'ai trouvé ce terme de brown-out. Et le troisième, c'est le bore-out, qui est plutôt celui qui s'ennuie, un peu le post-placard qu'on peut avoir dans certaines entreprises. Et là, le brown-out, ça m'a parlé. Parce que le brown-out, c'est des personnes en fait qui ont une perte de sens dans ce qu'ils font dans l'entreprise. Ils comprennent plus pourquoi ils doivent faire telle chose. Ils n'arrivent plus à trouver le plaisir dans ce qu'ils faisaient peut-être très bien pendant plusieurs années. Et là, ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qu'on fait là ? En fait, quand on s'en aperçoit... alors, est-ce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dedans et à quel moment on se dit il faut que je change quelque chose ? Ouais, c'est ça. C'est la prise de conscience, c'est le fameux déclencheur. Il y a ce constat. Voilà. Et il y a le sursaut qui nous fait prendre conscience qu'à un moment donné, il faut changer de voie, quoi. Tout à fait. Et quel a été ce sursaut, alors ? Alors, moi, le déclic, ça a été un événement pendant une semaine. J'ai eu 3 événements qui se sont produits dans mon entreprise, et notamment dans mon équipe dont j'étais le responsable, qui étaient que des bonnes nouvelles. Typiquement, on venait de signer le plus gros contrat de l'entreprise, donc que des belles perspectives, et moi, aucune émotion. Pas de joie, mais pas de tristesse, pas de peur, rien. Je sens vraiment l'émotion à plat, plus rien. Et là, ce moment où je me rends compte de ça, je dis, il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est pas possible. Et effectivement, j'avais du mal à me lever tous les matins. Je sentais que mon corps avait du mal à se mettre en mouvement. Et là, c'est vraiment quand j'ai vu que j'avais plus d'émotion, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Je peux pas continuer à vivre comme ça. Je suis en train de m'éteindre à petit feu sans m'en rendre compte. Et donc là, je décide de dire, qu'est-ce qu'il faut que je change ? Et en fait, je me rendais compte que l'environnement dans lequel j'étais ne me convenait plus, parce que j'avais fait peut-être le tour, que j'aspirais peut-être au fond de moi à autre chose sans en avoir conscience. Ou en tout cas que la vie vous imposait, avait envie de vous faire comprendre qu'il fallait changer. Exactement. Voilà. Et donc c'est là que j'ai la chance de vivre ce moment-là et la chance de pas tomber dans ce précipice et d'avoir ce sursaut et de me dire non, en fait, il faut partir de là. Mais partir d'un endroit où ça fait 16 ans qu'on est dedans, bien sûr, et qu'on a co-créé, mais bien sûr, ça a été très très compliqué. J'imagine. Alors, et en plus de ça, pour aller où ? Là, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Le moment où j'annonce à mon associé, donc le PDG de l'entreprise, que je quitte, que je décide de partir, en lui disant, voilà, on est à peu près fin avril, début mai, je me laisse la fin de l'année pour partir et pour léguer tout ce que je pouvais savoir, parce que souvent dans les entreprises, on n'a pas tout noté noir sur blanc, les connaissances de chacun, pour laisser ma connaissance de ces 16 ans et de pouvoir partir pour faire autre chose. Mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Une seule certitude, je ne pouvais pas faire le métier que je faisais actuellement dans une autre entreprise parce que ça n'aurait pas de sens. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Mais je ne savais strictement pas ce que j'allais faire en partant. Comment l'ostéopathie et l'énergétique arrivent dans votre vie alors à ce moment-là ?
Alors l'énergétique, j'en avais fait déjà une formation d'une semaine avec le docteur Luc Baudin. Ouais. Et j'avais accompagné en fait une amie qui m'avait un peu ouvert sur cette voie de alors spiritualité au sens large, mais en tout cas l'ouverture à autre chose que mon monde cartésien et rationnel. Scientifique. Voilà. Donc je l'avais suivi un peu par curiosité et intrigation de ce qui se passait dans ce monde-là. Et donc j'avais fait cette première semaine de formation et qui m'avait bien plu. Donc en sortant de mon entreprise, en me disant qu'est-ce que j'allais faire. Alors déjà, j'ai fait pas mal de rencontres avec des thérapeutes pour essayer de comprendre et me reconstruire sur ce que j'avais vécu. Et puis cette prise de conscience du soin, en me disant en fait, j'ai pas pris soin de moi pendant toutes ces années-là. Et je faisais attention tous les matins à ce que mon téléphone marche, que mon PC fonctionne, que la ligne internet fonctionne. Mais en fait, ça, ce sont que des choses matérielles. Si ça tombe en panne, en fait, ça nous est déjà arrivé. On le remplace dans la demi-journée ou la journée. Là, en fait, c'était mon corps qui était en train de tomber en panne. Et là, j'ai pris conscience que c'était mon outil de travail, que je l'avais laissé complètement de côté au cours des dernières années. Et qu'en fait, d'en prendre soin, c'était le principal. Et donc, c'est là qu'a fait la bascule en disant, mais en fait, c'est ce message-là que j'ai envie de porter, de transmettre et d'accompagner les personnes. Donc, j'avais cette partie de formation en soins énergétiques qui m'aidait, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, non pas dans le soin que j'apportais aux gens, mais mon côté, que tu disais tout à l'heure, ingénieur, qui disait, il manque un petit truc pour aller encore dans le physique ou le matériel. Donc, j'ai cherché un peu ces formations type ostéopathie, chiropraxie, rebouteux. C'est des formations qui demandent beaucoup de temps. C'est entre 5 et 6 ans selon les écoles. Et j'avais déjà 42 ans, donc pas beaucoup de temps à consacrer pour retourner sur le banc de l'école. Et par complet hasard, je téléphone à une personne pour autre chose qui est la géobiologie. Tu dois connaître aussi, parce qu'on m'avait guidé un peu là-dessus. Ça me parlait pas du tout. Mais j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un qui avait une formation en géobiologie, qui me dit au bout de 10 secondes, non, la géobiologie, en 2018, les gens ne sont pas prêts pour faire une activité professionnelle autour de ça, c'est trop compliqué. Par contre, je vais te parler d'une formation que je suis en train de faire. Et donc, cette méthode de soins qui s'appelle la méthode solaire, rééquilibration fonctionnelle, basée sur les principes de l'ostéopathie et de l'acupuncture. Elle dit, moi, j'y suis allé parce que j'avais un problème physique. J'ai passé un week-end, il m'a manipulé une seule fois. Je n'ai plus mal. Je traînais ça depuis 5 ans. C'était quoi la problématique, vous vous souvenez? C'était un problème d'épaule. Okay. Qui était, alors je ne sais plus si elle était bloquée ou douloureuse. En tout cas, elle traînait ça depuis 5 ans. Et elle me dit, franchement, s'il y avait une formation à te conseiller, c'est celle-ci. Go. Et là, ça me parle. Du coup, un peu d'ostéopathie, un peu d'acupuncture, un peu d'énergétique, ça peut être en lien avec ce que j'avais fait en soins énergétiques. Et donc, je décide d'appeler Roland Solaire, le concepteur et formateur de cette méthode de soins, qui accepte, au bout de 30 minutes d'échange, de me prendre en formation pendant 2 ans pour me transmettre. Ça dure 2 ans, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Pour à l'issue, avoir un certificat de pratique de sa méthode de soins, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est celle-ci qu'aujourd'hui vous utilisez? Voilà, que je pratique principalement quand les personnes viennent effectivement pour des douleurs physiques. Il y a toujours cette partie test au niveau acupuncture s'il y a des blocages énergétiques. Dans ces cas-là, on travaille sur ces points-là. Et sur la partie ostéopathie, donc manipulation de certaines zones du corps pour lever les blocages articulaires ou viscéraux qu'il peut y avoir. Alors la grande question, c'est de se dire évidemment, est-ce que ça c'est un truc qu'on peut faire à distance? Alors la partie ostéo, non, c'est pas possible. Évidemment. Voilà. Mais le soin énergétique, oui. Oui, mais c'est pas quelque chose que je pratique pour le moment. Mais vous ne pratiquez pas non plus. D'accord. Et vous êtes dans quel coin alors pour le coup ? Je suis au sud de Nantes. Ok. Voilà. Bon. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte à quel point il y a des parcours de vie comme ça qui sont inspirants. Le vôtre en est un, parce qu'il faut quand même savoir que vous avez 4 enfants. Oui. Et qu'en 2018, quand vous avez cette prise de conscience-là, faut oser. Oui, il faut oser. En plus, il y avait un contexte familial un peu particulier. Et je la remercie, Sandrine, ma femme, de m'avoir soutenu dans cette prise de décision, parce qu'il fallait quand même l'apprendre à 2. Surtout que ça dure 2 ans, la formation. Oui, tout à fait. Donc, pendant 2 ans, c'est chaud quand même. Voilà. Et en fait, elle aussi venait de démarrer une nouvelle activité également. Ah ouais. Donc, on était... elle, ça faisait 1 an et demi qu'elle avait lancé son son entreprise de création de produits pour enfants. Et moi, je lui ai dit, en fait, là, moi aussi, je vais arrêter parce que c'est pas possible.
Et à aucun moment, elle me met le doute en disant non, mais on peut pas, on a une maison, on a des enfants, etc. Alors, ils étaient encore aux petites écoles, mais on pense toujours aussi à l'avenir. Et au contraire, elle me dit non, mais si t'es pas bien, faut que tu partes. Et là, en fait, elle me renvoie ce que je lui avais donné, on va dire 6-7 ans avant, quand elle aussi n'était pas bien dans une entreprise et que je lui avais dit non, mais tu peux pas rentrer tous les soirs comme ça, en pleurs, ne plus avoir plaisir dans ce que tu fais. Il faut que tu partes. Et là, en fait, elle me renvoie la balle en me disant mais tu m'as soutenu il y a 6-7 ans, maintenant c'est à moi de te soutenir et il faut que tu le fasses. Et on verra bien ce que l'avenir nous apportera. Comment vous gérez le doute à cet instant particulièrement et peut-être même des appréhensions, voire même peut-être des peurs? Alors en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est pas là que j'ai eu le plus de doute et de peur. Parce que je pense que comme j'étais coupé de mes émotions à cause de ce burn-out, en fait, même cette émotion de peur, je la ressentais pas. Il y avait vraiment cette notion de relâchement de « Ok, je quitte quelque chose qui me rend pas bien. Tout ce qui peut venir derrière ne peut que me faire remonter. » Et donc, en fait, à ce moment-là, en 2018, j'ai aucune peur, aucun doute. J'ai en plus la joie de commencer une nouvelle formation. Donc, de me redonner du challenge sur quelque chose où, effectivement, la première fois que je fais la première demi-journée de formation, je me demande un peu ce que je fais ici. Bien sûr, bien sûr. Tout autour de moi, c'était la majorité, 95% des personnes, c'était des ostéopathes, des kinés, des masseurs, des podologues. Et nous, on était 5 à être là, non professionnels de santé, à tenter cette aventure de cette formation-là. Et donc, en fait, c'était tellement un challenge qu'en fait, c'était plutôt la joie là qui m'emportait. Il n'y avait aucun doute sur la capacité à réussir cette formation, aucun doute à lancer cette activité-là 2 ans après. C'est plus tard que les doutes arrivent ? Ouais, les doutes arrivent parce que j'ai été pas mal aidé avec l'environnement mondial, on va dire, parce que je lance mon activité début 2020. Covid, bonjour. Exactement, c'est-à-dire que je lance mon activité et 3 mois après, on me dit plus le droit de faire de soins, les cabinets ferment, et donc là, on se retrouve sans rien pour une durée indéterminée. Donc toute l'énergie mise dans la communication, tout mon business plan tombe à l'eau, puisqu'à l'époque, début 2020, mon business plan, c'était principalement d'intervenir en entreprise. Choix judicieux, j'avais le nez, ça se voit. Comme quoi, les ressentis, on les a pas toujours au bon moment. C'est vrai. Puisque je venais du monde de l'entreprise, j'avais pris conscience que le principal outil de travail, c'était soi-même, son corps, qu'on a toujours des bonnes raisons de pas prendre de rendez-vous parce que le soir c'est tard, etc. On n'arrive pas à se libérer. Et donc, mon ambition, c'était d'intervenir sur les lieux d'activité des personnes. Activités professionnelles, activités sportives ou choses comme ça. Donc, j'avais basé tout mon business plan dessus. Je me disais en plus, mes relations professionnelles viennent de ce milieu-là. Donc, je partais vraiment dans cette voie-là. Bien sûr. Et là, 2020, le message est passé que visiblement, c'était pas là qu'il fallait que j'aille travailler. Mon Dieu, mon Dieu. Donc là, il y a des doutes, effectivement, parce que du coup, tout le business plan, faut le refaire. Bien sûr. Et se dire, en fait, il va falloir que j'axe plutôt mon activité sur les particuliers, qui est un domaine que je connais moins, parce que je connaissais mieux le monde de l'entreprise. Donc, travailler autrement, comment se faire connaître, comment communiquer, comment refaire toute sa partie marketing, commercial, etc. Donc là, il y avait plutôt, c'était plutôt là qu'il y a eu la période de doute et de peur en disant, est-ce que je vais réussir à rebondir finalement avec ce qui m'arrive? Bon. Aujourd'hui, évidemment, ça va mieux. Oui, tout à fait. Tout est en place. Ce qui est important de savoir, c'est d'abord qui vient vous voir. Qui sont les gens qui viennent vous voir et pourquoi? Alors moi, les personnes qui viennent me voir, alors ce qu'on appelle en marketing les personas, ce qui permet de dire, voilà, quelle est ma clientèle cible, le profil cible, et de la manière pour laquelle je vais communiquer à ces personnes-là pour qu'elles se reconnaissent et viennent. Donc moi, principalement, 80% des personnes, ce sont des femmes, et qui ont entre 35 et 55 ans. C'est vraiment mon cœur de cible. Et principalement, elles viennent pour des douleurs de dos, que ce soit le bas du dos ou le haut du dos. Ça, c'est le mal du siècle. Certains disent que c'est le mal du siècle. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'est principalement ma cible. C'est 80% des personnes qui viennent me voir, c'est pour ces raisons-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que, c'est un pourcentage qui vaut ce qu'il vaut, mais 70 ou 80% de ces mots, MAUX, sont psychologiques? Ils sont avant d'être mécaniques. Ouais, ils sont en tout cas somatisés. C'est sûr. C'est sûr que sur la partie stress du quotidien que les personnes se mettent de manière volontaire ou inconsciente, que tous les petits problèmes qu'on peut avoir à droite à gauche, etc., à un moment donné, ça somatise dans le corps et le physique répond. Mais ça, moi, je l'ai moi-même vécu. Je l'ai expérimenté pendant mon burn-out. C'est-à-dire que pendant mon burn-out, j'ai eu les différentes étapes
où c'était des signaux plutôt au niveau émotionnel, qu'on n'écoute pas. Après, des signaux au niveau mental, comme par exemple la perte de concentration, l'incapacité à faire des tâches quotidiennes qui nous paraissaient tellement simples avant, qui là deviennent plus compliquées, qu'on les repousse à plus tard. Et puis à un moment donné, quand le corps il dit il n'entend pas les messages que je lui envoie, il n'entend pas les signaux, et on va rentrer dans le dur. Et c'est là que dans le dur, on commence à se faire mal. Tiens, c'est bizarre, je me bloque toujours de le bas du dos, j'ai toujours mal aux épaules, les trapèzes. Et là, c'est ce que je leur dis, pensez à Atlas, le dieu qui porte la terre sur les épaules. Mais regardez toute la charge mentale que vous portez au quotidien, professionnel ou perso, etc. À un moment donné, le corps, il vous envoie des signaux. Vous n'avez pas vu ceux d'avant. Et bien là, il tape plus dur dans le physique parce que c'est là qu'on le sent, le mal. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, votre approche, elle est quand même... il y a évidemment un aspect purement physique parce que vous intervenez via votre pratique de l'ostéopathie, mais l'aspect psychologique, énergétique est absolument essentiel. Donc il y a une phase de découverte, de discussion, d'explication, il y a tout ça avant. Exact. La séance dure à peu près 1 heure et on passe en moyenne quasiment une demi-heure avant à discuter, à échanger. Pour cibler. Pour cibler. Déjà, moi, pour comprendre quel est le motif de consultation de la personne, on évoque aussi certains antécédents, parce que c'est important de savoir avant de manipuler s'il n'y a pas certaines choses. Une petite parenthèse, par exemple, quand il y a des prothèses de hanche, il est important de le savoir, parce qu'on ne fait pas la même chose. Et c'est aussi important d'échanger aussi, non pas que sur les mots physiques, mais également au niveau émotionnel, comment vous sentez, mentalement, comment vous sentez, etc. Et là, c'est le travail que j'adore aussi, c'est de leur faire ouvrir un peu les yeux sur ce qu'ils vivent. Donc des fois, effectivement, là, les ressentis sont importants, parce qu'on sent, par rapport à la discussion, qu'il y a peut-être des choses que la personne ne voit pas, et aussi d'échanger, d'informer, de sensibiliser sur mon propre parcours, qui n'est que le mien, mais qui vaut ce qu'il est, de les sensibiliser, par exemple, quand on parlait de l'épuisement, par mon parcours, les sensibiliser sur des points qui sont peut-être en train de vivre et qu'ils ne voient pas, et leur dire attention. Et là, quand il y a vraiment des gros risques, peut-être d'un burn-out qui arrive, il va exploser, je leur dis, allez consulter votre médecin, c'est lui qui va poser le diagnostic, c'est lui qui va vous donner aussi le bon chemin médical, même si la partie des soins alternatifs va aussi accompagner, mais il faut aussi avoir la partie médicale. Pour le diagnostic, c'est aussi des fois très important pour le client de savoir ce qui... Et c'est là où c'est important, Frédéric, ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est la complémentarité qu'il y a entre le médecin dit généraliste, et votre approche. On ne se substitue pas à un avis médical, on est bien d'accord. Exact. Et moi, même quand c'est des personnes qui viennent pour des problèmes de dos, je demande toujours s'ils ont vu le médecin quand les signes sont vraiment limite alarmants. Et moi, ce que je préfère, c'est quand les personnes arrivent, des fois avec leur dossier, alors juste les conclusions, parce que leurs imagerie me parlent pas, mais les conclusions pour être sûr qu'il n'y a pas d'hernie discale, qu'il n'y a pas quelque chose de grave dans le corps, dans le physique, vu par les médecines conventionnelles, avant de pouvoir manipuler. Donc effectivement, on est complémentaires et c'est très important. Ostéopathie, soins énergétiques, et puis les soins, alors cupping. La cup, la ventouse en anglais. Voilà. Donc ça, c'est une 3e formation que j'ai faite maintenant, ça va faire 5 ans, qui est complémentaire à cette partie ostéo, acupuncture et soins énergétiques. Parce que là, avec les ventouses, on va venir travailler plutôt sur les tissus. Donc les tissus, c'est tout ce qui englobe le squelette et les organes. Donc on va passer aux muscles, mais les ligaments, les tendons, les fascias, le tissu adipeux, faut pas l'oublier aussi. Donc tout ce qu'il y a autour, et avec ces soins-là, avec les ventouses, on va venir les assouplir par aspiration et décollement de la ventouse. On va venir décoller toutes les adhérences pour assouplir toutes les tensions et les contractions qu'il peut y avoir dans ces tissus. Donc quand les personnes ont des douleurs qui sont musculaires, en fait, quand ils ont mal, c'est musculairement, c'est pas l'articulation elle-même qui est douloureuse. Dans mon cheminement, on regarde s'il y a un déblocage articulaire pour les débloquer en priorité, mais après on va venir travailler sur les tissus avec ces ventouses-là pour pouvoir assouplir et relâcher toutes les tensions. Donc en fait, avec ces ventouses, alors c'est une pratique aussi très ancienne, qu'on ramène ça à la médecine traditionnelle chinoise. J'avais vu que même apparemment à l'époque des Égyptiens, ils utilisaient aussi ce type de ventouse. Traditionnellement, on mettait le feu dans la ventouse, on les plaquait, on les laissait fixes sur le corps, ça faisait des gros suçons. Pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Et après, on décolle pour venir travailler la douleur. Là, moi, mon soin, ça s'appelle du massage cupping, c'est le terme déposé aux États-Unis. On travaille avec les ventouses, mais en mouvement. C'est-à-dire qu'on met pas le feu à l'intérieur. Elles sont reliées à un appareil qui aspire en continu.
et on vient faire des mouvements sur toutes les zones douloureuses pour vraiment travailler en mouvement. Donc déjà, ça fait pas de marque. C'est moins douloureux pour la personne. C'est vraiment non invasif et non douloureux. Et ça permet de travailler sur toutes les zones du corps pour relâcher toutes les tensions qu'il peut y avoir. Oui, parce que les ventouses dites, enfin celles dont vous parliez, où on met le feu à l'intérieur pour enlever, j'imagine... pour enlever l'air, en fait. Pour enlever l'air, tout simplement. Donc du coup, ça aspire et vous pouvez pas bouger. Hein. Ah non, on peut pas les bouger. Ouais. Donc là, l'aspiration, elle est moins forte, ce qui permet de les soulever et de travailler en mouvement sur les zones douloureuses. D'accord. Et c'est purement musculaire, ça? En fait, ça vient travailler sur les tissus. Donc les muscles, c'est une partie des tissus, et ça vient travailler sur tous les tissus. Donc même lorsqu'on a, par exemple, des tendinites, des zones inflammatoires, on peut venir travailler avec ces ventouses-là pour soulager les douleurs. En tout cas, la question que je vous posais tout à l'heure, concernant justement les maux de dos et autres, quand on dit qu'il y a un aspect psychologique, somatique, que vous avez évoqué, j'imagine que quelle que soit la partie du corps que vous avez à traiter, il y a une dimension psychologique aussi. Tout à fait. Avant tout même. Oui, tout à fait. En fait, le corps, il parle avec les mots, l'endroit où on peut avoir mal. Alors, au niveau des articulations, pareil, quand c'est les chevilles qui sont... Pourquoi on se fait des entorses de chevilles à chaque fois? Je suis fragile des chevilles. On peut aller chercher sur le message qui est derrière. Les chevilles, c'est la flexibilité, c'est la capacité à changer de direction, à aller en avant, etc. Et quand on est dans sa vie, à des moments où on a du mal à prendre des décisions, qu'on a des freins, etc., et qu'on s'en rend pas forcément compte, ou qu'on n'ose pas faire le pas en avant, eh ben on va faire une petite glissade, on va se tordre la cheville. Donc c'est des signaux qui... Et ça, vous l'expliquez, ça? Oui, je l'explique. Ça permet aux personnes de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et des fois, quand la personne comprend, alors ça c'est ma partie peut-être ingénieur qui revient là-dessus, mais quand la personne commence à comprendre pourquoi son corps dysfonctionne, pourquoi il y a tel endroit qui est douloureux, qui est bloqué, qui envoie des signaux, c'est une partie de la guérison qui se met en place. Parce que la personne comprend et va pouvoir changer des choses dans son hygiène de vie. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans mes séances, c'est de pouvoir distiller des petits conseils comme ça. Alors, pas une grande liste, parce que plus on en met, moins on en fait, mais 1 ou 2 petits conseils pour enclencher quelque chose de nouveau dans l'hygiène de vie. Qu'est-ce qui rassure, à votre avis, auprès de votre patientèle, enfin de vos clients? C'est l'énergéticien ou c'est l'ostéo? Je pense que c'est la partie ostéo qui est la préfixe qui permet de se dire « Ah ok, ça je connais ». L'énergéticien, ça paraît encore un peu trop nébuleux. Du fait de combiner les deux, ça rassure les personnes. Et surtout, j'en ai certains qui viennent et qui le disent ouvertement. J'ai vu plusieurs ostéopathes, ça tient pas dans le temps, j'ai pas de résultat, les kinés, ça n'apporte rien. Donc, je viens vous voir. Alors, ils le disent pas ouvertement. Je viens vous voir en espérant que... parce qu'il y aura une approche complémentaire en plus. Ah, c'est ça. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée pour le coup. Tout à fait, ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, quel est, parce que vous dites évidemment, et ça paraît d'une banalité, enfin c'est plein de bon sens, quand vous dites prendre soin de son principal outil de travail, c'est-à-dire le corps, c'est effectivement la base. C'est la base, et pourtant, c'était une phrase que je sortais lorsque je faisais des réseaux professionnels. Donc juste après le Covid, il fallait que je me bouge un peu, donc je me suis inscrit à plusieurs réseaux professionnels. Donc le principe, c'est des entrepreneurs qui se retrouvent, et un peu en mode speed dating, on a 3 minutes pour se présenter. Et moi, je commençais toujours ma présentation en disant à chacun d'entre vous, quel est votre principal outil de travail au quotidien, celui qui ne fait pas qu'il tombe en panne ce matin. Donc 90% des personnes répondent mon téléphone, mon PC, ma bétonnière quand on est maçon, etc. Donc ça, c'était du pain béni pour moi. Je vous dis, voilà, comme la majorité des gens, vous me sortez un bien matériel. Mais si ce matin, vous n'arriviez pas à vous lever parce que votre corps était HS, c'est ça. Votre travail, c'était fini pour la journée. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, c'était une phrase d'accroche que j'aimais bien pour faire prendre conscience. Et après, je pouvais raconter ce que je proposais, etc. Mais l'accroche était là, les personnes retenaient que ça. C'est « Ah oui, mon outil de travail, c'est mon corps et j'en prends pas soin. » Ça veut pas dire qu'ils font tous la démarche après, mais c'est en tout cas le message que je veux faire porter qui est important pour moi. Il y a une prise de conscience à ce moment-là. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent ce qu'on appelle le avant-après. Est-ce que vous avez un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné qui vient pour une problématique physique, mais où vous sentez bien qu'il faut aller plus loin sur l'aspect énergétique, voire même parfois psychologique, dans l'accompagnement que vous avez, et qui fait que il y a une belle transformation après vous avoir consulté? Ah, ça, c'est une question à laquelle je m'attendais pas et j'ai pas d'exemple précis. J'ai pas d'exemple précis. Alors, je vais dire pourquoi. C'est que j'ai eu une faculté que j'ai mis en place. C'est que quand je sors de la séance, c'est fini. J'oublie la personne, son visage et ce pourquoi elle est venue. Même s'il y a un suivi.
Alors, quand il y a un suivi, quand on se voit plus, je reprends mes fiches et ça me permet de me replonger dedans. Mais ça m'arrive de croiser des personnes dans ma ville et d'oublier que je les ai vues en séance. Et ça vient de mon métier d'avant où, au contraire, je me rappelais de tous les noms des clients, leur visage, leur truc, pour garder le lien, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'avait épuisé également, de stocker autant d'informations. C'est ça. Mais par contre, un exemple que je prends souvent et qui est assez intéressant, du coup, c'était une femme qui était un peu plus âgée, qui a 75 ans, je veux dire, qui a toujours 75 ans, qui vient me voir, un peu dubitatif. Oui, mes copines m'ont dit, ce serait bien que tu ailles le voir, t'as mal au dos depuis 15 ans, donc elle vient un peu dubitative. Donc on discute et effectivement, les médecins lui disent, voilà, on n'a plus rien pour vous, vous avez 75 ans, vous aurez mal au dos toute votre vie, ça faisait 15 ans qu'on lui a raconté ça. Sympa. Et donc on fait une séance et j'ai pas de nouvelles d'elle. Mais je vois une de ses copines qui revient. Donc, j'ose demander un petit peu comment va-t-elle. Et elle me dit, en fait, pendant 15 jours, elle se dit, en fait, c'était comme les autres, hein, ça n'a rien fait du tout. Et elle s'est levée un matin, plus aucune douleur. Plus aucune douleur parce que le travail avait fait, aussi bien au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique. Et surtout que comme c'était bloqué depuis 15 ans, il fallait laisser le corps à reprendre toute sa place, à reprendre les équilibres qu'il y a. Et donc, ça demandait du temps. Mais c'est l'énergétique que vous pratiquez, ça demande toujours ce temps? Un certain temps? Ça demande un certain temps, okay. Ouais. Ça demande quelques jours. C'est pas instantané. C'est pas instantané, non. Ouais. Il faut effectivement laisser le corps à se remettre en place. J'imagine d'ores et déjà qu'il y a des tas de gens qui auraient envie de vous dire mais quel dommage qu'on puisse pas vous consulter à distance. Moi, je suis à Montpellier, moi, je suis à Biarritz ou à Toulouse. Vous êtes du côté de Rennes. Bon. Il va falloir bouger. Oui, il va falloir bouger. Ou que les gens viennent. Là, j'ai bougé un petit peu. Oui, je suis un peu en Vendée depuis le mois de novembre. Ah bon? Quand même, ça change de département, mais je suis toujours dans la même région. Bon. Mais effectivement, alors après, moi, j'ai déjà eu des personnes qui venaient de plus loin. De plus loin, bien sûr. Qui posaient la question. Mais ce qui est assez intéressant, au moins sur la partie ostéo et acupuncture que j'ai fait sur cette méthode de soins, c'est que celle-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont formées, notamment dans le sud de la France, avec la même méthode. C'est-à-dire ça qui est intéressant, c'est que c'est une méthode de travail qui nous a inculpé, en plus des méthodes de manipulation. C'est le réseau que vous avez créé, que vous avez... Non, c'est un autre réseau. Il y a un autre réseau qui s'appelle le réseau éthique. Alors ça, je pourrais revenir juste après, mais là, ce réseau-là, c'est ceux qui ont fait cette formation-là. D'accord. Et on peut nous retrouver sur le référentiel. D'accord. Et donc, ça m'est déjà arrivé de dire, vous êtes de Paris, voilà, telle personne va travailler quasiment de la même façon. Et donc, ça peut apporter les mêmes résultats. D'accord. Donc, ce fameux réseau éthique. Donc, ce réseau éthique, dont je suis membre depuis 2 ans, qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans, c'est un regroupement de thérapeutes qui a pour objectif de travailler sur la posture professionnelle. Il y a beaucoup de réseaux où on travaille sur comment faire plus de business, comment travailler certaines choses. Et là, ce qui nous intéressait dans ce réseau, c'est de travailler sur la posture professionnelle pour apporter de la qualité et de la confiance, justement, aux clients qui viennent voir ces praticiens qui ne sont pas dans le code conventionnel de la santé. Et donc là, on travaille de différentes manières, et notamment sur ce qu'on appelle des intervisions. Ce sont des groupes d'échange où un praticien vient apporter une problématique qu'il rencontre, et on travaille en groupe avec des disciplines très différentes, pour lui apporter des ouvertures d'esprit, ouvertures de choses à faire dans sa séance avec la problématique rencontrée. En tout cas, c'est passionnant. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Frédéric. Je me posais la question, est-ce que vous êtes retourné dans l'entreprise que vous avez quittée avec justement l'expertise que vous avez aujourd'hui? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que j'y retourne dans 3 semaines. Ok. Pour la première fois, il faut faire une soirée des anciens. Et mais pas en tant que aujourd'hui ostéo énergéticien. D'accord. Ta question, c'était est-ce qu'ils m'ont contacté pour venir faire mon métier? Exactement. Pas du tout. J'ai eu beau envoyer quelques. Alors, j'ai peut-être pas assez. Parce que le bien-être, quand on travaille sur le bien-être au travail, donc dans le milieu d'entreprise, même si aujourd'hui vous faites bien sûr aussi les particuliers, votre intervention, elle est viable également dans le monde de l'entreprise, à commencer par celle que vous avez quittée et fondée. Voilà. Donc, en fait, je l'ai expérimenté ça dans une entreprise d'un ami. Donc, je sais que ça fonctionne, mais j'ai vu aussi les freins de ma pratique. Actuellement, dans le monde du travail, on accepte bien les praticiens du bien-être qui vont faire de la méditation, du yoga, de la sophrologie.
ou du massage assis, principalement parce que c'est des choses qu'on peut faire en groupe, ou alors qu'ils prennent le massage assis, c'est 15-20 minutes. Moi, la séance, ça dure, même en entreprise, au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Et j'ai vu les freins quand j'ai fait mon intervention dans cette entreprise auprès d'ouvriers, des freins de la part des salariés même. Du style, je veux pas montrer que je vais pas bien et que je vais voir quelqu'un, me mettre en confiance dans une salle où des fois je fais des réunions, des séances de travail, etc. C'est pas forcément évident dans la pratique que je propose. Ok. En tout cas, chacun pourra aller piocher un petit peu de votre expertise quand on parle de points d'acupuncture, d'énergétique, quand on parle d'ostéo, évidemment, de soins cupping. Oui. Voilà, je l'ai bien dit, avec les ventouses. C'est agréable, hein? Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est pas... Non, parce que c'est impressionnant, parfois. Tout à fait. Et les marques, elles restent sur le corps pendant un petit bout de temps. Hein. Alors, celle que tu m'as parlé tout à l'heure, effectivement, où on met le feu, il reste fixe, ça fait ces marques-là. Ouais. Mais moi, elles font pas de marque parce que je suis toujours en train de les faire bouger. C'est ça, elles sont en mouvement. Donc, il n'y a pas cette sensation de suçon qu'on voit à la fin. Ouais, mais c'est effectivement... Mais c'est très, très agréable. Très, très agréable. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Vous commentez, vous partagez, vous nous dites évidemment de quelle manière vous avez perçu l'approche et les soins que préconise Frédéric. Et puis, vous avez en dessous de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec lui. Il faudra se déplacer un petit peu du côté de la Vendée. Voilà, entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Et la Loire-Atlantique. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.